Avant d'être une légende, elle était Mary O'Brien, une fille anxieuse de West Hampstead au cœur meurtri et à la voix trop puissante pour un simple salon. Dusty Springfield allait marquer toute une génération avec un son qui n'appartenait qu'à elle. Profond, déchirant et d'une sincérité troublante. Derrière chaque ballade bouleversante se cachait une vie marquée par les secrets, la douleur et la guerre silencieuse qu'elle menait contre elle-même. Elle a brisé des barrières, mais s'est aussi brisée de l'intérieur. Voici l'histoire qu'elle n'a jamais pu terminer. La fille derrière le mascara. Mary Isobel Catherine Bernadette O'Brien est née le 16 avril 1939 à West Hampstead, Londres, dans une maison où la musique et le chaos cohabitaient. Ses parents, tous deux catholiques irlandais, portaient leurs propres démons. Son père Gérard, pianiste frustré et comptable fiscal excentrique, pouvait se montrer froid et cruel. Il appelait souvent sa fille stupide ou laide, laissant des blessures qui ne guériraient jamais complètement. Sa mère, Kay, ancienne journaliste et garçonne des années 1920, sombra après le mariage dans l'instabilité émotionnelle, la dépendance à l'alcool et une obsession pour le cinéma. Leur maison oscillait entre silence pesant, cris et des batailles de nourriture aussi absurdes que douloureuses qui se terminaient parfois en larmes ou en vaisselle brisée. Enfant, Mary était hypersensible et renfermée. Lorsqu'elle était submergée, elle s'automutilait parfois. Une fois, elle s'est même ébouillanté la main, juste pour ressentir quelque chose de réel. Ses premières expériences d'instabilité émotionnelle l'ont rendue profondément anxieuse, un mal qu'elle dira plus tard hanter chaque recoin de sa vie d'adulte. Le sentiment d'inadéquation ne m'a jamais quitté, avouera-t-elle un jour. Mais au cœur de tout ce chaos, il y avait la musique. Mary trouvait son salut dans le tourne-disque, dans les sons de Billie Holiday, Carmen Miranda, Doris Day, des femmes qui transformaient la douleur en mélodie. Elle devint fascinée par les chanteuses, et plus discrètement encore par les femmes elles-mêmes. Ses premiers émois amoureux ne furent pas pour des garçons, mais pour une nonne de son école catholique, puis une fille vivant en face de chez elle. Mais dans la Grande-Bretagne des années 1950, ses sentiments étaient des secrets trop dangereux à révéler. À 16 ans, elle prit une décision qui allait tout changer. Elle se décolora les cheveux en blond platine, se maquilla de mascara épais et commença à forger une nouvelle version d'elle-même, audacieuse, visible, intouchable. Elle cessa d'être Mary. Elle devint Dusty. Cette transformation n'était pas superficielle, c'était une armure. En dessous, la petite fille effrayée subsistait. Mais Dusty, le personnage, pouvait chanter en public. Elle pouvait affronter la scène. Elle pouvait détourner la douleur d'être différente dans un monde où l'on exigeait des femmes qu'elles soient petites, jolies et hétérosexuelles. En 1958, elle était prête à faire son premier pas vers la musique professionnelle. À 19 ans, elle rejoignit les Lana Sisters, un groupe féminin manufacturé fondé davantage sur l'image que sur l'art. Mais cette expérience lui enseigna l'harmonie vocale, la présence scénique et la technique du micro. Ce fut son premier contact avec l'industrie et sa première véritable échappatoire. 2 ans plus tard, elle se remit à chanter, cette fois avec son frère Dion, désormais connu sous le nom de Tom Springfield, et un ami nommé Tim Failed. Ils formèrent The Springfields, un trio folk-pop aux tenues assorties en Vichy et aux harmonies sucrées. Mais même dans cet ensemble sage, la voix de Dusty se démarquait. Sur des titres comme Silver Threads and Golden Needles, elle brillait déjà. La célébrité dans l'ombre. Lorsque Dusty Springfield prit la décision de quitter The Springfields en 1963, ce n'était pas un acte spontané, c'était inévitable. Sa voix avait dépassé le charme folk du trio. Elle voulait quelque chose de plus émotionnel, de plus américain, de plus personnel. Ainsi, à l'automne de cette année-là, les mains tremblantes mais l'ambition intacte, elle entra dans un studio londonien et enregistra son premier single solo, I Only Want to Be With You. La chanson était entraînante,
presque joyeuse en apparence, mais derrière se cachait une femme terrorisée par l'échec. Dusty tâtonnait encore, paniqué à l'idée de chanter seul sur scène, peur d'oublier les paroles, de se figer sous les projecteurs. Mais le disque connut un succès fulgurant. Il devint un hit international, entrant dans les classements au Royaume-Uni et aux États-Unis, et, en un instant, elle n'était plus Mary, ni même la Dusty des Springfields. Elle était Dusty Springfield, une star solo. Mais cette nouvelle célébrité avait un prix. La lumière des projecteurs était intense, tout comme la pression de cacher sa véritable identité. La pop britannique imposait une image lisse mais était impitoyable en coulisses. Les managers de Dusty savaient qu'elle avait des sentiments romantiques pour les femmes. Leur solution était simple, tout nier, s'afficher avec des hommes quand nécessaire, et ne jamais parler à la presse de sa vie privée. En privé, Dusty souffrait. Parfois, elle éclatait de colère ou s'enfermait dans le silence pendant des jours. Elle commença à se dissimuler derrière des perruques, des faux cils, de la poudre, des couches de protection qui s'épaississaient au fil des années. En public, elle était élégante, brillante, parfois drôle. Mais dans les chambres d'hôtel et les loges, elle s'effondrait souvent sous le poids de la solitude et du secret. Musicalement, pourtant, elle était inarrêtable. Sa voix, enrichie par l'expérience, exprimait chaque nuance du désir, du regret et de la joie. Entre 1964 et 1966, elle sortit une série de tubes aujourd'hui iconiques. Wishin' and Hopin', You Don't Have to Say You Love Me et I Just Don't Know What to Do With Myself. Ce n'étaient pas de simples chansons pop, c'étaient des monologues émotionnels mis en musique. Mais Dusty n'était pas seulement une chanteuse, elle avait une oreille exceptionnelle pour le son, rare dans l'industrie. Lorsqu'elle se rendit à Memphis en 1968 pour travailler sur ce qui deviendrait son album le plus acclamé, Dusty in Memphis, elle stupéfia les producteurs américains par son exigence. Elle savait exactement le mix qu'elle voulait, l'arrangement, l'atmosphère. Elle refusait de faire des compromis. Et pourtant, au sommet de son triomphe musical, sa vie personnelle s'effondrait. Elle avait entamé une relation avec la chanteuse-compositrice américaine Norma Tanega, une artiste audacieuse et talentueuse qu'elle avait rencontrée sur le plateau de Ready Steady Go en 1967, une émission que Dusty animait régulièrement. Les deux femmes emménagèrent ensemble à Kensington et pendant un temps, Dusty connut une paix rare. Mais le monde extérieur ne laissa pas cette paix durer. Les paparazzis la suivaient, les tabloïds murmuraient, même ses amis et collègues, dont beaucoup soupçonnèrent de la vérité, offraient peu de soutien. En 1970, épuisé par la tension constante et le besoin de se cacher, Dusty donna une interview au Evening Standard et admit ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. « Je sais que je suis tout aussi capable d'être attiré par une fille que par un garçon. » C'était une déclaration discrète. Mais dans la Grande-Bretagne des années 1970, c'était une bombe. Les conséquences furent immédiates. Les stations de radio devinrent frileuses. Son image publique, si soigneusement construite, portait désormais l'étiquette de controverse. Norma, lasse de vivre cachée, s'éloigna. Dusty plongea. Elle dira plus tard avoir eu l'impression que toutes les portes se fermaient en même temps. Fuite en Amérique. Au début des années 1970, Dusty Springfield avait accompli plus que la plupart des artistes britanniques n'osaient rêver. Des tubes en tête des classements, une renommée internationale et le respect des plus grands noms de la musique. Mais cela ne ressemblait plus à du succès. Londres, autrefois berceau de son ascension, était devenue glaciale. La presse ne cessait de fouiller dans sa vie privée. Les murmures la suivaient dans chaque couloir. Alors elle est partie. Pas d'annonce officielle, pas de tournée d'adieu, elle a simplement disparu discrètement des projecteurs britanniques pour recommencer à zéro en Amérique. La Californie était comme une bouffée d'oxygène. Les règles y étaient plus souples, les gens plus ouverts. À Los Angeles, elle n'était pas Dusty Springfield, la reine britannique de la pop. Elle était juste Dusty. Elle pouvait entrer dans un café sans être reconnue.
Et surtout, elle pouvait enfin être elle-même, du moins bien plus qu'elle ne l'avait jamais été chez elle. En 1975, elle rencontra Marsha Barbie, une militante pour les droits des animaux avec qui elle partageait à la fois une passion pour la cause et un refuge émotionnel. Les deux femmes vécurent un temps ensemble dans les collines d'Hollywood, loin des projecteurs, entourées des filles jumelles de Marsha, Shane et Sia, qui deviendraient plus tard connues sous le nom de Barbie Twins. Ce fut l'un des rares moments de la vie de Dusty où la vie domestique lui offrit un semblant de chaleur. Mais la vérité, c'est que la musique ne venait plus. Dusty, autrefois si sûr d'elle en studio, se retrouvait paralysé par le doute. Son perfectionnisme, ce qui avait fait d'elle une légende, devenait maintenant un obstacle. Les sessions débutaient avec espoir et finissaient dans le silence. Les producteurs perdaient patience. Les maisons de disques l'abandonnaient. Les albums restaient dans les tiroirs. Son nom disparut des classements, des radios, des magazines. Et à mesure que sa carrière s'éteignait, ses luttes personnelles s'intensifiaient. Dusty luttait contre l'alcoolisme, une bataille qu'elle cachait la plupart du temps, même à ses proches. Elle rejoignit les Alcooliques Anonymes au début des années 1980, où elle fit la connaissance de l'actrice Teda Brachy. Teda était fougueuse, franche, et immédiatement attirée par le charme discret de Dusty. Leur lien fut instantané et profond, trop profond. En 1983, les deux femmes échangèrent des vœux lors d'une cérémonie privée en Californie. La loi ne reconnaissait pas leur union, mais pour elle, cela comptait. Pendant un moment, Dusty crut en la permanence. Mais leur relation fut orageuse dès le départ. Les disputes dégénéraient. Dusty, déjà fragile, se retrouva dans une nouvelle tempête émotionnelle. Une nuit, lors d'une dispute, Teda la frappa à la bouche avec une casserole. La blessure fut assez grave pour nécessiter une chirurgie plastique. L'image de Dusty Springfield, élégante, maîtrisée, intouchable, se brisa soudainement, derrière des portes closes. Elles se séparèrent moins de 2 ans plus tard. Sur le plan professionnel, Dusty tenta désespérément de revenir. En 1978, elle sortit « It Begins Again », un titre plein d'espoir pour un album qui passa presque inaperçu. Un autre album, « Living Without Your Love », suivit en 1979. Mais les radios ne le diffusèrent pas, et les critiques restèrent tièdes. Elle gardait le respect du nom, mais plus l'impact d'antan. Elle quitta Los Angeles pour d'autres coins des États-Unis. Parfois New York, parfois de retour en Californie. Son chat, Nicolas, était souvent son seul compagnon fidèle. Elle confia à des amis qu'elle lui parlait plus qu'aux gens. Par moments, elle s'enregistrait dans des hôtels sous de faux noms, disparaissait pendant des semaines et réapparaissait discrètement pour chanter les chœurs d'autres artistes, juste pour payer les factures. Il restait encore quelques éclairs de génie, quelques performances dans des clubs, quelques lettres de fans, mais rien de comparable à ce qu'elle avait été. Le dernier retour. Après près d'une décennie dans l'oubli, la voix de Dusty Springfield, envoûtante, fumée, inimitable, retentit de nouveau à la radio. Mais ce n'était pas l'un de ses anciens tubes, c'était quelque chose de nouveau. En 1987, les Pet Shop Boys sortirent « What Have I Done to Deserve This ?» Et à la surprise générale, le refrain était chanté par nul autre que Dusty Springfield. Au début, beaucoup n'y croyaient pas. Était-ce vraiment elle? Les Pet Shop Boys avaient grandi en écoutant les disques de Dusty. Pour eux, elle n'était pas juste une chanteuse. Elle était une légende. Et pourtant, lorsqu'ils lui proposèrent une collaboration, elle hésita. Elle n'était pas entrée dans un vrai studio depuis des années. Sa confiance était éteinte. Mais, d'une manière ou d'une autre, ils parvinrent à la convaincre. L'enregistrement ne fut pas facile. Le perfectionnisme de Dusty refit surface avec toute sa force. Elle réenregistrait les mêmes lignes encore et encore, jusqu'à s'effondrer parfois. Mais les Pet Shop Boys furent patients. Ils la soutinrent, la guidèrent, la rassurèrent. Et quand la chanson sortit enfin, elle atteignit la 2e place des classements au Royaume-Uni et devint un succès en Europe comme aux États-Unis. Dusty Springfield était de retour.
Ce succès en appela d'autres. En 1990, elle enregistra Réputation, un album complet, en partie produit par les Pet Shop Boys. Ce n'était pas un simple exercice de nostalgie. L'album était actuel, riche, acclamé par la critique. La voix de Dusty avait changé, plus grave, plus voilée, mais l'émotion, elle, restait intacte. Le single In Private fut un nouveau succès, notamment en Europe. La télévision britannique l'accueillit à bras ouverts. Elle apparut dans des émissions, donna des interviews, enregistra même des génériques. Pour les jeunes, elle était une révélation. Pour les anciens, une amie retrouvée. Mais dans les coulisses, les choses restaient compliquées. Son anxiété ne l'avait jamais quittée. Les interviews devaient être soigneusement planifiées. Les séances photos étaient tendues. Dusty luttait contre la peur de la scène et annulait souvent à la dernière minute. La célébrité avait toujours été une épée à double tranchant pour elle, elle lui donnait un but, mais mettait aussi à nu sa fragilité. Et physiquement, elle déclinait, bien que peu sans doute. En 1994, alors qu'elle enregistrait son avant-dernier album, A Very Fine Love à Nashville, Dusty commença à se sentir mal. Elle pensa d'abord à de la fatigue, mais la douleur persistait. Elle rentra en Angleterre et reçut rapidement un diagnostic. Un cancer du sein. La nouvelle fut un choc. Elle avait passé sa vie à ériger des murailles contre le jugement, contre le chagrin, contre elle-même. Désormais, c'était son propre corps qui la trahissait. Dusty commença une chimiothérapie et des séances de radiothérapie, n'en parlant qu'à quelques proches. Elle ne voulait ni pitié, ni attention. Son chat Nicolas resta fidèlement à ses côtés lors des visites à l'hôpital et durant les longues nuits. Malgré la maladie, elle termina A Very Fine Love, une collection de chansons empreintes de soul, marquant un retour élégant à ses influences de Nashville. L'album sortit en 1995, discrètement mais avec émotion. Pour ceux qui écoutèrent attentivement, les paroles portèrent le poids d'une femme consciente que le temps lui était compté. Et pourtant, Dusty ne lâcha rien. Elle combattit le cancer jusqu'à la rémission et resta active à sa manière. Elle donna des interviews, parla à ses amis, tenta de vivre dans une sérénité qu'elle avait toujours cherchée. Mais à la mi-1996, le cancer revint, cette fois plus agressif. Pourtant, Dusty ne cessa jamais de vivre avec dignité. En privé, elle fit toutes ses dispositions, y compris pour son cher chat Nicolas, pour qui elle laissa l'instruction de ne manger que de la nourriture importée et de dormir dans une cabane sur mesure en forme d'arbre, construite spécialement à l'intérieur de sa maison. L'adieu silencieux. À l'approche d'un nouveau millénaire, le monde de Dusty Springfield se réduisait doucement. En 1997, le cancer était revenu pour de bon, cette fois sans espoir de recul. Son énergie déclinait. Les apparitions publiques devenaient quasi impossibles, et même les interviews les plus brèves devaient être minutieusement planifiées. Elle restait à Henley-on-Thames, dans une maison douillette remplie de musique, de fleurs et parfois du parfum discret de nourriture pour chats importés, préparée exactement comme elle l'avait stipulé un jour dans son testament pour Nicolas, le compagnon fidèle qu'elle chérissait plus que la plupart des humains. La Dusty Springfield, dont se souvenaient les fans, la voix puissante, la coiffure en ruche vertigineuse, le regard souligné d'eyeliner, n'était plus qu'un souvenir, même pour elle-même. Mais sa voix ne l'avait pas quittée. Elle chantait encore pour elle-même, dans le silence. Sa gouvernante racontera plus tard comment, à l'aube, Dusty fredonnait des standards de jazz, sa voix plus fine, mais toujours habitée par une profonde émotion. Durant cette période, Dusty devint de plus en plus introspective. Elle reprit contact avec d'anciens amis, écrivit de longues lettres et passait des heures à feuilleter des photos de ses années à Londres, à Los Angeles et sur les scènes poussiéreuses du monde. Une vie de réinvention lui avait laissé peu de repères, mais la musique, les chats et les êtres qu'elle avait aimés discrètement étaient toujours là. Début 1998, alors que son état empirait,
Une nouvelle éveilla en elle quelque chose de plus fort que la nostalgie. Elle allait être intronisée au Rock and Roll Hall of Fame, une reconnaissance qu'elle méritait depuis longtemps, mais qu'elle n'avait jamais osé espérer. L'annonce arriva au cours d'une semaine particulièrement difficile sur le plan médical. D'abord, elle pensa à une erreur. Ce n'en était pas une. Bien trop affaiblie pour se rendre à la cérémonie de mars 1999, Dusty enregistra un court message de remerciement diffusé lors de l'événement. Des proches diront plus tard qu'elle avait pleuré en apprenant la nouvelle, non pas à cause de l'honneur, mais parce qu'il arrivait à la toute fin. Bien sûr, aurait-elle dit avec un sourire amer, ça arrive toujours trop tard. En février 1999, son état devint critique. Elle fut brièvement hospitalisée, mais insista pour retourner chez elle. C'est là, bercée par le doux murmure des musiques qu'elle avait tant aimées, Glenn Miller, Peggy Lee et ses propres démos éraillés enregistrés à Ealing, qu'elle vécut ces derniers jours. Elle ne voulait pas d'attention, pas de gros titres dans la presse, pas de veillées dramatiques. Seuls quelques proches étaient autorisés à l'approcher, des amis fidèles, d'anciens amours et son chat, qui ne quitta jamais son chevet. Le 2 mars 1999, à seulement 6 semaines de son 60e anniversaire, Dusty Springfield s'éteignit paisiblement chez elle. Celle qui avait chanté « You don't have to say you love me » devant des salles combles s'en alla dans un silence presque total. Mais le monde, lui, entendit. Les hommages affluèrent d'Elton John, des Pet Shop Boys et de fans du monde entier. Les radios passèrent ses chansons en boucle, les journaux publièrent des nécrologies en pleine page. Pour toute une génération de mélomanes, c'était comme si la voix d'une époque venait de se taire. Ses funérailles furent modestes mais dignes, célébrées dans une église catholique de Henley. Elle avait demandé une cérémonie sobre. Pas de performance grandiose, pas de paparazzi, pas de spectacle. Juste des hymnes, quelques discours sincères, et ses cendres inhumées dans le cimetière de l'église. Une stèle discrète marqua sa dernière demeure. Aucun dernier projecteur, aucun adieu hollywoodien. Héritage, écrit dans le silence. Dans les mois qui suivirent la mort de Dusty Springfield, son absence résonnait à la fois comme un cri sourd et un murmure intime. Des fans se rassemblèrent devant sa maison de Henley-on-Thames, y déposant des fleurs, des lettres manuscrites et des exemplaires usés de ses albums, des pochettes de vinyle marquées de rouge à lèvres, des billets de concert vieux de plusieurs décennies glissés à l'intérieur. On ne pleurait pas seulement la chanteuse disparue, mais aussi cette femme qui semblait avoir murmuré, à travers ses chansons, les douleurs de chacun. Son héritage, estimé à plus de 6,5 millions de livres grâce à la vente de son catalogue quelques mois avant son décès, avait été méticuleusement préparé. Dusty n'avait plus beaucoup de proches à ce moment-là. Elle n'avait jamais eu d'enfant. À la place, elle laissa des instructions détaillées pour que son chat Nicolas soit soigné avec une nourriture importée et bénéficie d'une cabane de luxe de plus de 2 mètres de haut. Un détail à la fois fantaisiste et révélateur. Dusty restait, au fond, cette petite fille qui jouait au foot dans la rue et chantait des comédies musicales devant le miroir. Il n'y eut aucun scandale posthume, aucun journal intime révélé. Ses amis les plus proches respectèrent son silence. Les femmes qu'elle avait aimées, Norma Tanega, Marsha Barbie et Teda Bracci, parlèrent rarement d'elle en public. Dusty avait passé tant de temps à vivre caché sous les projecteurs que même après sa mort, les contours de son monde intime demeuraient enveloppés d'une loyauté discrète. En 2008, presque 10 ans après sa disparition, son tube « Fils d'un prédicateur » fut inscrit au registre national des enregistrements sonores de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis. La chanson avait déjà connu un renouveau éclatant grâce à son inclusion dans Pulp Fiction de Quentin Tarantino en 1994. Mais cette reconnaissance officielle en fit une œuvre incontournable du patrimoine musical américain. Un honneur rare pour une chanteuse britannique.
Dans le même temps, une nouvelle génération découvrit sa voix sur les plateformes numériques. I Only Want to Be With You, The Look of Love et You Don't Have to Say You Love Me retrouvèrent un second souffle dans les playlists, les films et les publicités. Pour certains, Dusty devint une icône rétro. Pour d'autres, une voix nouvelle à l'âme ancienne. La télévision britannique diffusa des documentaires. Des projets de biopic furent envisagés. Des plaques commémoratives bleues furent apposées près de son école et de sa maison d'enfance. L'une orne même l'école Ealing Fields, là où Mary O'Brien avait enregistré sa toute première chanson, dans un minuscule magasin de disques à 2 pas, à 12 ans à peine, en imitant Peggy Lee. C'était comme si le monde était enfin prêt à voir Dusty Springfield avec lucidité, non plus simplement comme une star de la pop des années 60, mais comme une survivante. Une femme qui avait supporté le poids écrasant de la célébrité, mené des batailles intérieures incessantes, et malgré tout offert au monde une beauté intemporelle par sa voix. Et pour ceux qui l'avaient reconnue, non pas la ruche de cheveux ni l'eyeliner, mais la personne derrière tout cela. Ce n'était ni la gloire ni la musique qui restait le plus en mémoire. C'était sa fragilité, sa douceur, son rire, et cette manière qu'elle avait de toujours repérer en premier la personne mal à l'aise dans une pièce et d'essayer de l'apaiser. La voix de Dusty Springfield a franchi toutes les barrières, mais sa vie fut remplie de combats qu'aucun projecteur ne pouvait adoucir. Quelle chanson de Dusty vous ramène le plus de souvenirs? Ou si vous la découvrez seulement maintenant, laquelle vous a le plus bouleversé? Dites-le nous en commentaire. Et si son histoire vous a touché, pensez à liker et vous abonner pour d'autres portraits d'icônes oubliées.